Mon nom est Alexandre Dalpé. J'espère que votre repas se déroule bien. La volatilité de la dernière année et le début d'année difficile ont contribué à hausser le niveau de confort des investisseurs. Il me fait plaisir de vous présenter Marc Dalpé du groupe Dalpé Millette. Il vous entretiendra sur le contexte économique mondial actuel et sur quelques grandes tendances à surveiller. Merci et bonne présentation. Bonjour. Les traditionnelles lunettes. Au début de 2009, alors que la crise débutée à l'automne 2008 sévissait encore, on m'invitait à partager mes vues sur l'économie et les marchés financiers. C'est maintenant rendu un rendez-vous annuel. Dalpé Millette est heureux de vous accueillir encore cette année. Vous répondez à l'appel en grand nombre, comme à chaque année. Nous vous en remercions. Mon allocution de l'an dernier a traité du phénomène de la désynchronisation dans le monde, entre les stimulateurs monétaires et les autres, entre les exportateurs et les importateurs d'énergie, entre la politique des démocraties et celle des autocraties, entre le soft et le hard power. Nous avions aussi parlé de la fin du boom des ressources naturelles, de la fin de la répression financière en Chine et de la lumière au bout du tunnel en Europe. Toutes nos présentations des dernières années sont disponibles en format vidéo sur notre site Internet dalpemillette.com. Celle-ci le sera également dans les prochains jours. Nous apprécions la générosité de nos clients qui nous réfèrent à leurs proches. Ces présentations sont pour ceux-ci un excellent outil d'introduction sur qui nous sommes. Les habitués de cette allocution annuelle savent que j'essaie à chaque année de dépasser le cadre de la lecture des événements du jour et d'apporter un éclairage à une perspective plus longue, tout en tentant de prévoir les tendances à moyen et long terme. C'est ce qu'on tentera de faire encore cette année. Et encore cette année, mon défi n'est pas tant d'identifier les sujets dont j'aimerais traiter avec vous, mais plutôt de choisir ceux qui ne font pas la cote à cause des contraintes de temps que nous avons. L'année 2015 a été remplie d'intrigues commerciales et financières. La nouvelle que Volkswagen, un modèle rigoureux d'ingénierie allemande, avait passé des années à nous mentir sur les émissions de ses moteurs diesel a certes été un fait marquant de l'année. En plus d'effacer le quart de la valeur au marché de la compagnie, le scandale a fait chuter drastiquement les ventes des Volkswagen diesel lorsque la supercherie a été rendue publique aux États-Unis en septembre dernier. On parle de baisse de quelques 90 %. Apple semble de plus en plus perdre son lustre comme innovateur technologique. Plutôt, elle semble devenue un marketeur exceptionnel, vendant le même produit dans des formats et couleurs différents, la rendant de plus en plus vulnérable au changement de goût du consommateur et à la saturation du marché. L'iPhone représentait, en 2015, 2/3 des ventes d'Apple. Ces innovations comme le Apple Pay, Apple TV et Apple Watch sont toutes des déceptions à date. On ne parle presque plus de la Grèce, après que ce fut le principal sujet de conversation en 2014 et au début de 2015. La Grèce a, à date, réussi à maintenir sa carte de membre de l'euro. Avec les négociations sur les pensions et la très faible majorité du premier ministre Tsipras au Parlement, il se peut que la Grèce redevienne à l'agenda en 2016. On verra. On parle encore beaucoup de la Chine. On y reviendra dans quelques minutes. Rappelons seulement que depuis 4 ans, nos placements en Chine ont rapporté un rendement cumulatif de 76 %, incluant un respectable 16 % en 2015. Pas si mal, finalement. En 2015, l'indice boursier mondial Morgan Stanley a reculé de 2,7 % après avoir monté de 2,9 % en 2014. À date, en 2016, l'indice a baissé de quelques 10 %. Par conséquent, sur un peu plus de 2 ans, les marchés boursiers mondiaux n'ont pas progressé. C'est loin de l'effervescence et des signes de surchauffe qu'on semble décrire tout souvent dans les médias. Si on avait demandé à un investisseur au début de 2014 quel rendement il espérait faire sur son portefeuille équilibré pour les 2 prochaines années, compte tenu que les taux d'intérêt demeureraient aux alentours de 1 %,
et que la bourse mondiale ferait 0 en 2 ans, il n'aurait certainement pas répondu à environ 14 au total sur 2 ans. Pourtant, c'est le rendement de notre client type. En fait, le rendement de l'investisseur canadien depuis quelques 2 ans est essentiellement le résultat du gain de change réalisé sur ses placements effectués à l'étranger. Depuis 2014, le dollar canadien a perdu environ le tiers de sa valeur sur le dollar américain, 6 sur l'euro et environ 20 sur le yen japonais. Ce gain de change a amplifié le rendement des placements dans les bourses internationales, permettant à l'investisseur d'ici un gain intéressant, malgré l'anémie dans l'ensemble de ces bourses. À l'opposé, les placements au Canada de ce même investisseur ont non seulement pas profité de ce gain de change, mais en plus ont été exposés à une des pires bourses au monde depuis 2 ans. La toile de fond macro globale est devenue graduellement plus compliquée depuis la grande récession de 2008, alimentant l'anxiété des investisseurs. Les forces du désendettement et des pressions déflationnistes, en lien avec les efforts de restructuration, ont contraint significativement la croissance économique mondiale. Elles ont également mené à une désynchronisation sans précédent des économies des pays et contraint ceux-ci à des politiques peu orthodoxes. La ligne entre les tendances cycliques et celles structurelles est devenue de plus en plus floue, rendant la vie difficile pour comprendre et évaluer au net les contre-courants à l'œuvre dans l'économie globale et les marchés financiers. Pourtant, avoir une bonne compréhension de toutes ces forces en présence est devenu essentiel pour développer un plan de match et établir une stratégie d'investissement. MRB Partners décrit le Global Leadership comme la transition dans le leadership économique, financier et politique des pays occidentaux vers les pays en émergence. Cette transition est en place depuis quelques années et continuera progressivement au cours de la prochaine décennie et plus. Depuis des décennies, le monde a compté trop fortement sur les consommateurs de relativement trop petit nombre de pays aux économies avancées. Cette tendance était devenue insoutenable en ce qu'elle obligeait les consommateurs à dépenser bien au-delà de leurs moyens et à assumer un volume de dette toujours grandissant. La grande récession de 2008 a mis à jour ce déséquilibre et a laissé affaiblir les principales économies occidentales du monde, forcées qu'elles étaient à se désendetter. Sans une source de demande alternative rapidement disponible, le monde a vécu un manque à gagner de croissance et des pressions déflationnistes. Au fur et à mesure que le Global Leadership progresse et que plus de pays contribuent significativement à la consommation collective, l'économie mondiale ne sera plus dépendante de la création d'excès dans une poignée de pays. Ce processus de normalisation sera long et volatile. La majorité du pouvoir économique réside encore dans les économies avancées. Les économies émergentes ont substantiellement haussé leur importance depuis le début des années 2000, mais comptent encore pour seulement 40 de l'économie mondiale. De plus, ce n'est pas la contribution à la croissance qui compte le plus, mais surtout sa composition qui est critique pour devenir un engin de croissance dans l'économie mondiale. Le leadership est dicté par où la demande origine. Alors que les marchés émergents contribuent à une part importante de la croissance économique du monde, ils ont été fortement dépendants d'un modèle industriel lié aux exportations. Pas tous les pays émergents sont voués à devenir des leaders mondiaux ou même contribuer à dynamiser l'économie mondiale. Plusieurs de ces pays ont des économies basées sur l'exportation de ressources naturelles et auront à vivre avec un vent de face structurel d'envergure. Le processus de désendettement progresse à des vitesses différentes entre les pays et au sein du même pays entre les différents agents économiques, que ce soit les particuliers, les entreprises, le secteur financier ou les gouvernements. C'est aux États-Unis où le progrès a été le plus prononcé depuis 2008. MRB Partners estime que l'endettement des ménages aux États-Unis est, par rapport à son seuil maximum tolérable, à son plus bas niveau depuis plus de 35 ans. Bien que ça ne fasse pas le cas d'un retour à l'endettement et son usage abusif, ça pose à tout le moins les fondations pour une consommation domestique solide et en croissance. Où s'en va le dollar canadien?
Parlons un peu de notre pauvre devise, le dollar canadien. C'est vrai, nous n'avions pas prévu que cette descente serait aussi marquée. Nous avions misé sur environ 78 sous, pas le 70 sous atteint il y a quelques semaines. Mais nous avions tout de même converti, il y a environ 2 ans, environ le tiers de nos titres à revenus en dollars américains, à 93 sous, et avions réduit la pondération de notre bloc Action canadienne à son plus bas niveau en 18 ans. La plupart des investisseurs sont conscients que la valeur du dollar canadien face à la devise américaine suit de façon assez étroite le prix du pétrole. Depuis 2014, la relation est plutôt étroite. La logique est, si le prix du pétrole, comme ceux des autres ressources naturelles également, est en baisse, c'est probablement que la demande est en baisse et que les ventes canadiennes de celui-ci sont en recul. Ça fait moins de dollars américains qui entrent au pays car le pétrole est vendu en dollars américains et par conséquent moins de conversion de dollars américains en dollars canadiens, déprimant d'autant la valeur de notre devise. Simple jeu d'offre et de demande. Mais ce que plusieurs ignorent, c'est que le différentiel de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Canada explique encore plus les variations dans le prix de notre devise. Plus spécifiquement, l'écart dans les taux d'intérêt sur les obligations à 2 ans entre nos deux pays est le facteur le plus déterminant. Et c'est vrai pas seulement pour le dollar canadien, mais ça l'est également pour les autres devises du monde par rapport au dollar américain. Alors que les taux d'intérêt au Canada, en Europe et au Japon sont très bas et même en baisse, ils sont significativement plus élevés aux États-Unis et en hausse, selon l'opinion du marché. La détention de titres à revenus en dollars américains est ainsi plus rentable et puisque le marché prévoit qu'au cours des prochaines années, l'écart de taux risque d'augmenter, ça encourage encore davantage l'achat de titres américains et renchérit encore plus sa devise. Ceci explique pourquoi le Dollar Index, qui mesure la valeur du dollar américain face à un panier de devises mondiales, a gagné environ 25 depuis 2 ans. Pour savoir où s'en va le dollar canadien sur quelques années, il faut d'abord savoir où s'en va le dollar américain. On estimait que la hausse du dollar américain a été rendue possible par la désynchronisation depuis 2008 entre la vitesse de la reprise mondiale et du minage financier, c'est-à-dire de la reprise économique, et du minage financier aux États-Unis et ceux du reste du monde. Puisque ça s'est fait plus vite aux États-Unis, que la détente monétaire aura duré moins longtemps par ricochet, l'écart dans les taux d'intérêt a provoqué un bond dans l'attrait du dollar américain. Je crois que cette situation ira progressivement en se résorbant. L'écart dans les taux d'intérêt sera plus petit dans 12-18 mois qu'aujourd'hui. Les économies d'Europe et d'Asie convergeant vers des taux de croissance plus près de celles des États-Unis. D'autant plus que la force du dollar américain n'aidera pas son économie, alors que la faiblesse relative des autres devises aidera ces pays. La convergence graduelle des économies du monde rétablira fort probablement le jeu des devises à un niveau d'équilibre plus durable. Quant à notre dollar canadien, en plus de profiter de la trame de fond générale mentionnée, je crois que le pessimisme actuel concernant notre secteur des ressources sera amoindri dans les prochains trimestres, ce qui devrait raffermir notre devise, probablement vers la fourchette de 80 à 85 sous. Parlons un peu d'Europe. Au cours de mes nombreuses lectures, je suis tombé en novembre dernier sur un très intéressant article publié dans le Financial Times intitulé « The Euro was pointless » ou en français « L'euro est inutile ». Il résume le contenu d'une conférence tenue en 2015 par le Centre pour la réforme européenne. Dans les années 80 et 90, plusieurs économistes étaient d'avis que l'union monétaire encouragerait les investissements et le commerce transfrontalier en éliminant les primes de risque associées avec les supposément déstabilisantes variations de devises du passé. L'effet net serait des standards de vie en convergence, des cycles économiques moins prononcés, une inflation plus modérée et une productivité en hausse pour tout le monde. Ou, autrement dit, une germanisation bienveillante de l'Europe. L'objectif était louable, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Le Centre pour la réforme européenne a plutôt bien démontré que l'union monétaire n'était non seulement pas nécessaire à la convergence économique, mais qu'elle lui a plutôt significativement nui. Il donne l'exemple de 2 pays pour lesquels l'union monétaire
serait la plus naturelle du monde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Deux pays membres du Commonwealth, dont les économies sont remarquablement similaires, une culture commune, une langue commune et un même système bancaire. 20 des exportations de l'un vont vers l'autre. La moitié des investissements directs de l'un vont vers l'autre. S'il y a une raison pour que deux pays entrent en union monétaire, c'est-à-dire la même devise, il ne pourrait y avoir de meilleur cas que celui de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Pourtant, malgré que les similitudes entre ces pays soient bien plus grandes qu'entre, disons, le Portugal et les Pays-Bas, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont parfaitement heureux d'avoir chacun leur devise et leur politique monétaire, et de laisser flotter librement leur devise depuis plus de 50 ans. Malgré cela, l'inflation est demeurée stable et identique dans les deux pays. On pourrait ajouter les cas de la Norvège et de la Suède, ou de la Norvège et de l'Allemagne, ou de la Suède et de l'Allemagne. La volatilité dans les taux de change respectifs n'a pas été un frein à leur intégration économique. Ou encore, le cas du Canada et des États-Unis. Ces derniers sont de loin le principal partenaire économique du Canada. 3/4 de nos exportations vont vers les États-Unis et 55 de nos importations viennent de ceux-ci. Le Canada est aussi le principal partenaire des États-Unis. Nous parlons la plupart la même langue, partageons notre culture et nos sports. Nos économies sont très intégrées. Environ la moitié des investissements étrangers chez nous proviennent des États-Unis, alors que 40 de nos investissements vers l'étranger vont vers notre voisin du Sud. Le Canada et les États-Unis ont depuis très longtemps une inflation comparable et des cycles économiques très synchronisés. Malgré cela, et le fait que notre économie soit le 10e de la taille de notre voisin, nous avons chacun notre devise et notre politique monétaire. Tous ces exemples étaient connus des pairs de l'Union monétaire européenne. La plus grande convergence en Europe n'avait donc rien à voir avec une devise commune. Les pays européens qui ont le plus profité de leur accès au marché économique européen sont ceux de l'ancien bloc soviétique, soit la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. Leur intégration économique avec l'Allemagne explique en gros leur amélioration importante dans leur standard de vie. Et à l'exception de la Slovaquie, qui a joint l'euro en 2009, les autres ont une devise et une politique monétaire distinctes. En conclusion, la devise commune en Europe n'a rien contribué à l'intégration des économies ni à leur progrès et n'a fait que transformer un risque de change en un risque de défaut. Il semble maintenant, sur le centre pour la réforme européenne, que l'absence d'union monétaire est ce qui est nécessaire pour canaliser les mouvements de capitaux de façon plus productive entre les pays. Il est utile de garder cela en mémoire quand on reparlera au cours des prochaines années de l'euro et des pressions qu'ils exercent sur les pays membres.